15 secondes de vol durant ce maiden flight et je vois déjà à quoi il ressemble de l'intérieur et comment Avios construit ses avions. Voilà à quoi ça ressemble lorsqu'il est démonté et prêt à être réparé. Ça a vraiment un peu mal à la gueule pour du 15 secondes. Mais tout de suite, je vous propose, mesdames et messieurs, pour la petite mise en forme juste avant d'attaquer ce chantier relativement conséquent, d'aller directement au terrain pour assister au second maiden flight, qui, vous le verrez, s'avérera un peu plus chanceux. Nous reviendrons ensuite ici à l'atelier pour attaquer tranquillement cette réparation. Bon visionnage. Allez go, nous sommes le 28 mars 2021, RL69RC. Merci pour le visionnage et pour votre présence. Il fait beau, mais relativement frais et par moments, il y a des sacrés coups de vent. Désormais, vous pourrez me rejoindre sur TikTok, @RL69RC. Vous découvrirez là-bas probablement des clips ou des extraits de clips qui ne seront peut-être jamais publiés sur YouTube. Aujourd'hui, après ce chapitre du Maiden Crash et de sa première réparation, eh bien je repars avec ce Bushmule version 2. Et cette fois-ci, on embarque une Lipo 4S 5000 mAh Gens S Bashing. En 50C, il devrait y avoir suffisamment de débit. RL69RC, n'oubliez pas de vous abonner. On va voir ce que ça donne. Bon, messieurs, dames, comme dit pour le Grand Tundra, après ce chapitre de réparation, je vous le rappelle, 15 secondes de vol au maiden flight, j'appelle pas ça un maiden flight, je compte donc sur ce Bushmule version 2 pour faire mieux cette fois-ci et on considérera que ça c'est le vrai maiden flight. J'ai tout réglé, on n'a pas d'assistance, je le rappelle, j'ai un Spectrum 90T comme Théodore. Donc priez pour moi, pauvre pilote. Merci à apostrophe Christian pour la caméra. Aileron, flap, full flap. Je rappelle que j'avais rajouté un gros cerveau pour la profondeur puisque celui-ci s'était cassé durant le maiden flight. Je l'ai donc remplacé. Et puis tout ce qui s'appelle Avios a une marche arrière, n'est-ce pas? Donc on fait mumuse. Voilà. La petite trappe qu'on va peut-être pas utiliser aujourd'hui. L'ouverture est instantanée. Je l'ai réglé sur mon bouton bind. Mi-flap. Le vent est traître aujourd'hui. Allez, je fous les gaz à fond, je relève les flaps. Ouh, il a fait des petits blocages là. Allez, full flap, je redescends. Mi-flap, je laisse aller. J'ai le vent dans le dos là. Vite les gaz. Je remonte les flaps. Virage large, je relâche, full flap. Je vais essayer de passer devant vous. Tout doucement. Ouh, ça craint. Donc full flap là-dessus, ça veut dire les volets tout en bas. Et c'est pas nécessaire, hein. C'est juste pour freiner. Je vais essayer de nous faire un petit atterrissage avant que ça soit trop tard. Donc je reste en mi-flap. Full flap, ça sera une fois que j'aurai atterri. Hein, ou bien peut-être ici un petit peu pour freiner. Mais maintenez bien vos gaz. Parce qu'il est lourd, on dirait. On descend doucement. Voilà. Un bel atterrissage sans assistance. Ça vous prouve que cet avion, il est capable d'être stable. Ouh là 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 là. Le vol est réussi. Merci à apostrophe Christian. Allez, reste accroché.
On retourne à l'atelier pour attaquer cette réparation. Et ensuite, restez bien accrochés encore, car je vous réserve une petite surprise, un petit bonus de fin de clip. Bien, nous sommes à la Airless Hut au lendemain de ce crash magnifique. Durée de vol 15 secondes pour rappel. Je crois que c'est mon record. Alors, on a un peu plus de temps maintenant pour analyser exactement les dégâts. Les haubans sont restés en place et ont probablement sauvé les ailes en grande majorité, sauf là où cette déchirure semblait inévitable au vu de la chute. Donc on l'a vu, il a plongé la tête la première, mais très bizarrement, le cockpit, lui, n'a pas vraiment été endommagé. Et c'est encore moins le cas pour le nez. Je ne sais pas donc comment est tombé l'avion. Voilà, ça s'est juste un peu déformé, mais au moyen du sèche-cheveux, on reformera tout ça et on retrouvera les courbes. En ce qui concerne le museau, ça va être un peu plus compliqué, il y a plus de détails, mais c'est facilement réparable. C'est juste dommage que, effectivement, le vol dans son entier n'aura duré que 15 secondes. À partir de maintenant, chaque vol se fera avec cette réparation que j'essaierai de faire au mieux. Je m'arrête un instant durant le démontage des hélices. J'ai eu une intuition soudainement. Même si c'est un peu abîmé, on peut extraire cette couronne et la fixer sur toutes les hélices tripales de cette dimension. Ça tombe bien, je vais tester ça tout à l'heure. Quelques minutes plus tard, voilà à quoi ressemble et ce qui s'appelle un museau de Bushmule version 2 démonté. Mais ce qui s'appelle démonté. Je suis content pour une chose, malgré qu'une des barres de renfort est dégagée sous la force du choc. D'ailleurs, la pale qui s'est cassée gise au milieu du fuselage. Eh bien, les dégâts ne sont pas si dramatiques. Ça s'est bien pété en plusieurs parties. Mais vous voyez, là, c'est quand même resté rapendu. Et donc, on trouvera aisément le chemin de la construction. Deux morceaux principaux ici et deux petites miettes uniquement. Je suis également content pour une chose, les parties en plastique dont les renforts qui représentent des pièces pratiques ne se sont pas brisées et il n'y en a que deux qui se sont détachés. Alors voilà, ça va être un recollage step by step, donc un collage complet en une journée c'est envisageable, mais ça prendra vraiment toute la journée. L'arrière, a priori, rien de grave. L'aile séparée du fuselage, je peux dire bye bye à cette merde. Je viens vous faire remarquer ou rappeler que lors d'un tel crash, beaucoup de pièces, celles en plastique notamment, peuvent, même si elles ne se cassent pas, se décoller. Chose qui par exemple est arrivée à cette plaque qui est là pour fixer les tétons de l'aile. Donc n'hésitez pas à l'enlever pour la recoller correctement. Moi je l'ai remarqué parce que j'ai vu cet écart ici. Et forcément s'il y a eu un choc là, il y en a peut-être eu un au niveau de la plaque. C'est pas parce que c'est une plaque en plastique et qu'elle est collée d'usine qu'elle ne peut pas se décoller. Et voilà donc, j'ai pas eu beaucoup de mal à la détacher. Ça va me permettre de recoller ici proprement, de façon à bien réaligner la base. J'ai, je pense, remis en place l'essentiel, ou en tout cas la plus grosse partie qui avait été cassée. Eh bien, je me rends compte que c'est vraiment pas évident. Ça a bien été défoncé et déformé. La paroi, elle est complètement enfoncée, vraiment, avec une belle déchirure ici. Et ça continue vers l'avant. Et on peut le voir très clairement, vous voyez, ça a été vraiment poussé vers l'intérieur et ça a déformé toute la ligne. Là, en collant, il va falloir
maintenir la paroi de façon à ce que je garde la largeur d'origine et que je puisse terminer proprement avec le nez. Celui-ci est aussi en reconstitution. Je viens de coller ces deux parties ainsi que celle-ci. Ça représente le haut et le bas. Et la plaque qui sert de fixation pour l'aile, eh bien, j'ai pu la remettre en place sans problème. J'ai pu recoller ce plateau sur lequel l'on vient attacher l'alipo et la petite plaque ici à l'avant qui sert notamment de renfort pour le mécanisme de la roue directrice. Un boudin de colle chaude basse température sur la barre de renfort latérale ainsi que sur sa sœur. De ce côté-là, vraiment, c'était catastrophique. Et la partie cruciale, on vient donc d'ajouter la partie du bas et celle du haut. On essaye de tout synchroniser entre le collage ici, le collage entre les deux parties justement, et le reste du fuselage. Il faut bien analyser, comme je dis souvent lors des réparations, l'ordre dans lequel on colle chaque partie. Si vous ne respectez pas un certain ordre de collage, eh bien, arrivé à la fin, vous aurez peut-être quand même une déformation que vous n'arriverez pas à rectifier. Il y a des parties qui sont, entre guillemets, plus idéales à coller en premier. Et là, précisément, il faudrait que je colle ces deux parties ensemble avant le bas. Je viens de faire des simulations et c'est ce qu'il en est sorti. Bien entendu, cette simule, je l'ai faite avec le cockpit en place. Ça, c'est très important, puisque ce que l'on veut, en plus de récupérer la silhouette d'origine, c'est que ce fichu couvercle se remette bien en place et contribue à regagner la forme d'origine un maximum. Je savais que je devais aller vite, car la réparation a demandé l'intervention d'un peu de colle chaude. On n'a pas 1000 ans devant soi. Ça se rigidifie très vite et c'est nécessaire pour que ces différentes parties, une fois recollées entre elles, soient vraiment solides. Je suis assez satisfait finalement et je ne m'y attendais pas du tout de la façon dont j'ai réussi à récupérer la silhouette. Tout ça a eu le temps de sécher. À 2 mm près, le hatch n'est pas en place, mais ce n'est pas un problème car avec le sèche-cheveux, on va pouvoir le reformer. Je viens d'enlever le plus gros des scotch carrossiers et le reste n'a pas l'air si mal. On va voir tout ça. Alors, j'enlève le cockpit. Lui n'était pas très endommagé, mais il fallait s'en servir pour reformer le fuselage une fois que tout ça a été collé. Et contrairement à hier, lorsque je l'ai replacé dessus, dans les premières minutes après les réparations, là, les deux aimants adhèrent directement. Ça veut dire que j'ai récupéré mon shape d'origine de façon quand même assez optimale. Le nez, lui, est toujours en place. Grâce au scotch, peut-être, je sais pas, je vais l'enlever dans quelques minutes. Mais comme dit aussi, celui-ci, pas de dommages particuliers. Ok, juste avant que je referme tout complètement, par-dessus cette barre de renfort, je viens ajouter une petite lamelle de Sagex qui, elle, sera un mur de renfort pour cette partie-là du fuselage. Voilà, ici elle est déjà recouverte, idem de ce côté dans quelques secondes. Nous sommes 1 heure après environ, et voilà ce que ça donne après rafistolage complet avec les finitions et tout. Tout en retouchant les détails au fur et à mesure, j'essayais de remodeler, de reformer un peu chaque partie pour qu'elle revienne à ce qu'elle était initialement. Voilà. J'ai un scotch un peu blanc crème, il est nettement moins vif et pâle que celui de la mousse, mais c'est mieux que si c'était n'importe quoi. J'ai fait en sorte que ça reste un peu homogène, et pour faire quelques vols,
ça ira bien comme ça. La toute dernière chose que je voulais faire, c'était d'ajouter des roulettes sur ces winglets, donc, mais ça sera pas utile. C'est à la base une clé d'aile pour un petit modèle. C'est du plastique dur en gros, et j'ai juste laissé dépasser quelques millimètres pour que ce soit elle qui absorbe le choc. Idem de l'autre côté. Allez, on colle et on fait un petit covering. Et voilà donc ce que j'appelle un covering. On fera pareil de l'autre côté et on est bon. Bon allez la famille, c'est sur cette petite touche finale que ces travaux s'arrêteront en ce qui concerne le fuselage. C'est pas super beau, mais une autre méthode que j'applique de temps en temps pour changer un peu, c'est sympa aussi. Ça consiste à découper dans un petit bout de plastique la forme souhaitée. J'ai ensuite découpé le petit triangle dedans, qui normalement est de la taille de celui d'origine. Et je vais recouvrir ça ainsi. C'est tout aussi efficace. Allez, go, on fait les deux côtés et on arrive au bout. L'ouïe, finalement, est très discrète. Et c'est plus une déco un peu space qu'autre chose. Mais voilà, je voulais qu'il y ait un cache ou quelque chose de dur qui entoure ce trou. Comme ce l'était à l'origine avec la mousse. Je viens de remarquer, malheureusement, que dans le choc, ce cerveau a pété. C'est la profondeur. Je sais pas comment ça a pu arriver alors que l'avion s'est vautré sur la tronche. Pas grand chose donc à faire. Je suis juste en train de me dire que je viens de placer un cerveau de 17 grammes contre un cerveau de 12 à l'origine. Mais bon, comme c'est pour contrôler l'élévateur, ça tombe plutôt pas mal. Vaut mieux avoir trop de puissance que pas assez. Ça servira pas à grand chose, mais du débattement, j'en aurai. C'est quand même un gros cerveau. Mais bon, c'est résistant. Et je peux régler la course comme je veux. Les ailes sont déjà mises de côté. Elles sont révisées. Un coup de chiffon humide dessus. Ça permet également de passer au peigne fin chaque fissure qui pourrait être présente. Ce n'est pas le cas. On va donc se concentrer sur cette centrale entre guillemets. La déchirure est bien profonde, elle est même traversante, dirais-je. Et c'est bien ce que je redoutais. Il y a une torsion qui s'est faite au niveau des clés d'aile. Il y en a deux, elles sont courbées. On le voit plus clairement sur la clé d'aile supérieure. Je viens d'exercer une pression dessus de cette façon-là. Et franchement, il y a un sacré poids à lui mettre, une sacrée pression pour pouvoir recoller les deux bouts. On va sans doute procéder à ce collage avec de la colle contact 10 minutes et on exercera effectivement une grosse pression dessus pendant que ça finit de coller. Il est essentiel de réparer ce genre de partie correctement puisque comme je dis, c'est la partie centrale. C'est à partir de là que tout devrait être le plus droit possible. On avait également une petite déchirure à ce niveau-là. On a solutionné ce petit problème avec un peu de colle chaude basse température. Et on a recouvert de scotch. Ça va très bien ainsi. La balafre est bien cachée. Par contre, je n'ai pas réussi à resserrer davantage les deux parties ensemble et réduire la déchirure. En tout cas, ça n'a pas beaucoup bougé. J'ai mis de la colle de contact. Évidemment, c'est pas assez puissant pour maintenir une telle tension. Et j'ai terminé avec de la colle chaude basse température, suivi de ce scotch pour sécuriser, qui ne sert absolument à rien. Mais voilà, ça cache au moins la balafre. Je craignais également que la pale se retrouve trop proche du fuselage, sachant que l'aile est courbée vers l'avant. Ça réduit forcément l'espace entre le bout de la pale et le fuselage.
on voit quand même une différence entre la gauche et la droite. Ceci étant, je m'en sors pas mal et on verra plus tard si le changement de cette pièce est nécessaire. Pour l'instant, je pars avec cette réparation, mais je vais quand même retourner sur ce site pour peut-être me laisser tenter. On ne sait jamais, les pièces disparaissent vite. Je suis très content de manière générale. Nous en sommes au remontage des hélices. Je saisis donc cette paire de réserve que je vous ai montré. J'ai attendu de monter celle-ci pour vous montrer l'histoire de la couronne. Donc c'est même pas collé. Les petits tétons ici sont tellement puissants et bien fabriqués qu'en clippant la pièce jumelle, cela reste en place sans problème. À moins que ça soit pété comme ici, mais sur l'autre, c'est resté en place directement sans devoir ajouter de colle. Un peu de colle rapide et super strong et c'est parti pour le remontage. RLS69RC, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Un petit pouce en l'air s'il vous plaît si ce genre de vidéo vous plaît. Et bien entendu, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être prévenu des prochaines. Nous allons découvrir un nouvel unboxing. C'est parti. En ce 15 mars 2021, la météo est incroyablement hivernale. Le froid s'est réinstallé, une belle couche de neige garnit nos jardins et les champs. Et tous les avions munis de flotteurs et de skis ne sont pas encore démontés. Il y a de quoi faire au cas où, on verra ça dans quelques heures. En attendant, un unboxing un peu particulier. Ce n'est pas un avion et on va découvrir ça ensemble maintenant. J'ai déjà mis le coup de cutter et ça me facilitera donc le déballage en tenant la caméra de l'autre main. Voilà le plastique habituel. Je le répéterai jamais assez. On sait pourquoi on paye des taxes communales pour notre déchetterie. Qu'avons-nous ici ? Eh oui, messieurs, dames, vous reconnaissez cette partie du Bushmule version 2. On vient de voir la réparation suite à son maiden flight. La partie centrale de l'aile s'est déchirée à ce niveau-là. On ne le voit pas clairement, mais l'aile est légèrement tordue vers l'avant. Et ça ne me plaît pas du tout. Alors, est-ce qu'au prochain atterrissage un peu brusque, ce sera l'occasion de changer cette pièce ou est-ce qu'on le fait immédiatement? On verra ça dans quelques secondes. Je voulais en profiter puisqu'on était encore en hiver au moment où j'ai vu cet article. Je me suis dit, allez tiens, vu qu'on est dans l'esprit sport de glisse et tout, le Bushmule version 2 a bien le droit à ses flotteurs également. Exploitable en temps et en heure. Comme je le dis, c'est un peu dans l'esprit de cet hiver et la continuité dans le sens où on les utilisera pour le lac. L'Albatros, lui, avait fait ses preuves dans et au-dessus de l'eau. Le Bushmule en sera également capable. On les déballe et on va les monter. Alors comme je viens de le faire, vous allez probablement instinctivement monter la structure à même les flotteurs directement en premier lieu, alors que en me remémorant le montage des flotteurs sur le Beaver FMS, il aurait au final été plus judicieux de d'abord fixer la structure au niveau du fuselage. On a les deux trous ici pour visser l'avant. En ce qui concerne le vissage au niveau des flotteurs, j'ai l'habitude de mettre une petite goutte de colle super puissante, vraiment une micro-goutte pour que les vis ne bougent plus. Vissage de la première vis et me voilà déjà embêté. Il y a un côté pratique à avoir, pensez à faire des trous ici pour pouvoir enfoncer votre tournevis. Mais lorsque votre tournevis n'est pas assez long, je sais pas comment on va faire. Hein. Là, je peux visser encore quelques millimètres. Mais une fois passé le stade, il va falloir changer d'outil. Bon, bah ça tombe bien, j'en ai pas. Bon, allez, j'aurais bien aimé éviter cette séquence. Je dois vous dire que là, je sais pas comment les trous pour recevoir ces 4 vis ont été taraudés.
Mais alors, le dépucelage, clairement, il se fait en montant ces flotteurs. J'ai la tête de ma vis qui vient de se briser. J'étais à 2 mm. Sachez que le trou là, il n'est pas forcément aligné au trou, respectivement à la vis. Et donc, vous partez déjà à moitié tordu. Vous allez partir en travers. Et voilà pourquoi ça a forcé et ça s'est cassé. J'ai pourtant pas senti qu'il y avait beaucoup de forcing. J'ai réussi à descendre un bon petit bout. Il y a 50 km de pas de vis. C'est interminable. Et au final, même ça pète. Donc c'est super. Ceci étant, messieurs, dames, je ne suis pas bien malin non plus, car comme cité il y a quelques secondes, j'avais rencontré les mêmes difficultés sur le Beaver FMS. Il y a peut-être un sens logique selon les différents fournisseurs. Tous les avions avec flotteur que j'ai montés jusqu'à maintenant n'ont pas posé de problème en ayant commencé par les flotteurs, tandis que le Beaver FMS et celui-ci, il vaudra mieux commencer par ces deux parties principales au niveau du fuselage. En fixant d'abord les deux parties au fuselage, vous garderez une certaine souplesse, une certaine marge de manœuvre pour visser les 8 vis restantes au flotteur. A l'inverse, vous avez ici une structure rigide avec un manque de souplesse à la base. C'est ce qui fait que vous aurez un peu moins de marge de manœuvre pour les 4 vis principales. Donc voilà, le Bushmule demande à ce qu'on fasse ainsi. Aussi simple que ça. N'oubliez pas, en mettant de côté les roues, de bien conserver les petites fixations et les vis qui vont avec. Également le gouvernail, si vous voulez en faire usage plus tard, avec sa petite tringle. On va s'atteler à redémonter tout ça et à recommencer de zéro. Il n'y a rien de plus simple, 12 vis en tout et pour tout. D'ailleurs, on va remplacer les originales par des vis de qualité. Je me fais cette petite séquence intermédiaire car j'ai effectivement le temps de m'occuper de cette partie centrale de l'aile. Alors pourquoi est-ce que durant la réparation, j'ai pas réussi à la redresser davantage que ça? Eh bien simplement parce que la clé d'aile à l'intérieur était elle-même tordue, mais à un point où, lorsqu'on fait pression dessus pour la redresser, impossible de la rendre droite. Il faut donc la démonter, penser à faire le collage du Sagex avant de réinstaller cette clé d'aile. Maintenant que je me suis procuré cette pièce de remplacement neuve, je pars sur de bonnes bases, je vais donc installer celle-ci et je vais réparer celle-là comme il faut pour que ça me fasse une vraie spare part au cas où je devais casser celle-là un jour. On fera le nécessaire pour la rendre irréprochable. En attendant, on remonte tout ça et on prépare l'avion. Je vous remercie d'avoir partagé cette expérience avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas bien entendu de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification et de me lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ah, c'est les deux moteurs. Tu fais comment du coup? Ouais, c'est comme il y a deux moteurs. Il met un ou l'autre. Tu peux voler devant nous là. Ouais, joli. Elle est stall. Ouais. Très bien. Trop petit. Tourne court, putain. Ouais. Ça va? Ouais, c'est pas du RC, c'est du gadget. Mais...
Pour les sensations, c'est pas mal. Ouais, c'est rigolo. Une 3D. Une 3D jet. Micro. Je suis mort de rire. Oula, oula, oula. Houston, we have a problem. À mon avis, tu peux poser parce que la batterie, elle doit être. Oh merde, je refais une approche. Mesdames et messieurs, un grand merci encore pour votre présence. N'oubliez surtout pas d'aller vous abonner. Ceci fut un vol improvisé avec le HK Mini SU27 à 100. Posé à côté du carton. Ah, c'est magnifique. Excellent. N'oubliez pas non plus d'aller consulter la chaîne YouTube de mon camarade apostrophe Christian qui me filme la plupart du temps et qui vient de me faire remarquer en me suivant là que j'avais oublié d'enlever le cache-plaque. À bientôt et merci.